Et je commence par donner la parole à Vanessa Monteiller, qui va nous parler, alors très exactement, des instruments volontaires climatiques, le renouveau de la Lex Mercatoria, pour 10 minutes. Vanessa, vous avez la parole. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Alors la première table ronde l'a montré, les acteurs privés sont désormais rangés en ordre de bataille pour lutter contre le changement climatique. Et dans ce combat, je souhaite insister sur un point, la logique préventive est capitale. Alors prévenir, c'est tâcher d'agir, non pas sur les symptômes et ses conséquences, mais sur les causes d'apparition du mal. Il faut endiguer, réduire, réguler au moins les activités énergivores émettrices, notamment de gaz à effet de serre. Alors pour ce faire, je peux me repositionner. Pour ce faire, donc, il faut lutter sur tous les fronts. Vraiment sur tous les fronts, consommation, construction, distribution, fabrication, transport, sur un champ de bataille global, donc tant à l'échelle locale, nationale, internationale, voire peut-être aussi mener la charge entre les lignes, puisqu'il faudrait viser donc le niveau transnational. Alors parce qu'au niveau international, le commerce contribue massivement au changement climatique, pourquoi ne pas directement faire participer les entreprises transnationales à la lutte contre le changement climatique? Vous aurez reconnu le discours stratégique de la RSE, qui est devenu la matrice conceptuelle finalement de la prise en compte par les acteurs économiques des impacts sociaux et environnementaux de leurs activités. Or, changer en profondeur les comportements des acteurs économiques, ça nécessite de déployer l'entier arsenal juridique et désormais, les munitions ne manquent pas, puisqu'à côté des règles de droit dur sont désormais rangés les instruments de droit souple. Et en matière climatique, ces instruments dits volontaires, dont se dotent volontairement les acteurs, sont déjà légion. Normes techniques, ISO, AFNOR, référentiel de bonnes pratiques, référentiel Global Compact, OCDE, ou encore adoption donc, de systèmes de certification, adoption de chartes éthiques ou autres codes de bonne conduite. On le voit, le self-service normatif est déjà largement fourni. Alors, quelle est l'hypothèse ici formulée? Elle est la suivante, c'est que l'utilisation donc, par les entreprises transnationales des instruments volontaires climatiques aurait pour effet de renouveler l'une des sources vives du droit du commerce international, à savoir la Lex Mercatoria. Alors la Lex Mercatoria, selon une définition communément admise, elle désigne, et là je cite une définition, l'ensemble de règles d'origine non étatique ou transnationale, élaborées par les opérateurs du commerce international pour les besoins de leur contrat. Donc c'est un droit créé par et pour les acteurs, les opérateurs du commerce international. Et comme le remarquait le professeur Aupetit, la Lex Mercatoria trouve ses principales illustrations dans les contrats et l'arbitrage internationaux à la faveur des contrats types, de figures contractuelles nouvelles, de clauses originales, de solutions de fond énoncées dans les sentences arbitrales, alliage donc de contractuels et de contentieux. Aussi, pour tâcher de montrer le potentiel renouveau de la Lex Mercatoria par les instruments volontaires climatiques, nous tâcherons dans un premier temps de mesurer la part du contractuel et ensuite tâcher de sonder la part du contentieux, en particulier donc le contentieux arbitral. S'agissant de la part du potentiel contractuel, il n'est plus rare de constater que certaines entreprises, pour donner davantage de crédit à une démarche RSE, contractualisent leurs engagements volontaires dans les contrats conclus avec les fournisseurs ou les sous-traitants. Alors, une recherche rapide Google sur les codes de conduite fournit tout un tas d'illustrations de codes de conduite contractualisés. Alors, j'en ai choisi un à titre d'illustration. Finalement, j'ai choisi le premier code de conduite qui apparaît. Donc, c'est un code de conduite fournisseur de l'enseigne JC-Deco, qui est spécialisée dans le mobilier urbain. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire dans ce code de conduite? Je cite, « Le code de conduite fournisseur de JC-Deco définit les principes que tout fournisseur doit respecter dans l'ensemble de ses activités et partout dans le monde. » Donc, perspective transnationale. Il s'appuie sur les principaux standards internationaux, notamment les principes OCDE. On retrouve nos normes volontaires. JC-Deco demande à ses fournisseurs qu'ils partagent son engagement en matière de changement climatique.
JCDecaux valorisera les fournisseurs ayant une politique de maîtrise et de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le tout est complété par une exigence d'adopter une norme éthique, à savoir la norme ISO 14001. Alors on pourrait se poser la question de savoir quelle est la valeur juridique de ce code, et le code de conduite prévoit lui-même sa propre valeur juridique, puisqu'il est précisé que le code de conduite est inclus dans les conditions générales d'achat. On enfonce le clou, une fois signé, il fait partie intégrante de l'ensemble des documents contractuels. Pour tâcher de rendre effectif donc, cette nature contractuelle, JCDecaux met quand même en place un système d'audit, donc de surveillance de la bonne application du code par les fournisseurs et les sous-traitants, et il est également prévu des clauses de sanction avec une possible résiliation. Alors en étant intégrée finalement dans le contrat, la norme éthique ou technique va emprunter sa force obligatoire, et l'avatar contractuel de la norme volontaire va lui conférer une pleine valeur obligationnelle, puisque l'engagement contractuel, s'il est violé, déclenchera le cas échéant une sanction contractuelle. Au-delà de cette valeur obligationnelle, qui est déjà un apport de la contractualisation au niveau transnational, du point de vue de la technique contractuelle, le champ des possibles est relativement large. Il est totalement possible finalement de décliner les exigences climatiques en simple finalement déclinaison d'une obligation de délivrance conforme. On va obliger finalement le co-contractant de fournir un produit qui ait une performance énergétique optimale, mais au-delà, il sera aussi possible de stipuler de véritables obligations de performance climatique, exigeant du co-contractant une régulation, voire même une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de son activité. Alors à ce stade, l'usage de normes techniques constitutives de véritables programmes d'optimisation énergétique, par exemple la norme ISO 50001, peut permettre de concrétiser vraiment la teneur de l'obligation contractuelle de savoir qu'est-ce qu'on attend du co-contractant en termes de performance climatique. Mais les effets de la contractualisation ne s'arrêtent pas là. La scène internationale, donc sur la scène internationale, les relations d'affaires sont de véritables nœuds de contrat, s'organisent sous forme réticulaire, et donc les codes de conduite de grandes entreprises invitent souvent les partenaires commerciaux à reproduire les engagements dans leurs propres relations commerciales. Reprenons donc à titre d'exemple le code de conduite de JCDecaux. JCDecaux attend de ses fournisseurs qu'ils s'engagent à porter les principes du présent code à la connaissance de leurs propres fournisseurs, prestataires et sous-traitants et à le faire respecter. Ce qui est recherché ici, c'est une contractualisation en cascade, un effet boule de neige où la norme climatique finalement se diffusera dans toute la chaîne de valeur. La diffusion de ces engagements climatiques pourrait aussi s'accentuer en actionnant le levier de la concurrence, cela a été évoqué. Le pari qui est alors fait, c'est finalement qu'il y ait une reproduction des engagements volontaires dès lors que ces engagements constituent une véritable plus-value sur le marché. Alors des pratiques contractuelles éparses pourront alors générer une pratique généralisée dont il est possible d'espérer y voir un jour, pourquoi pas, l'émergence d'un usage dans le commerce international. Se produirait alors un processus de mutation du fait en droit, le passage de ce qui se fait en ce qui doit être fait. Alors l'idée ici n'est absolument pas originelle, puisque c'est le processus coutumier, c'est la thèse du droit spontané. Pourtant, les instruments volontaires issus du droit souple peuvent en donner un éclairage nouveau. Et à titre d'illustration, je souhaiterais évoquer un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2013 sur la gouvernance d'entreprise. Je vous lis simplement les éléments. Oui. Donc, il y a une possibilité véritablement d'aller au-delà et de donner plus de force à ces engagements, puisque dans cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel de Paris s'est focalisée sur ce qui se pratique sur le marché pour adopter, donc pour avoir un éclairage du comportement attendu par des actionnaires. Donc on se rend compte finalement que ce qui se fait est appréhendé par les juges. Dans le prolongement de cet état des lieux, donc sur le contractuel, sur la part du contentieux, donc c'est l'autre élément à prendre en compte,
il faut le dire d'emblée, la part du contentieux relève davantage de l'état des vœux. La stipulation de clauses climatiques peut, le cas échéant, aboutir à générer un contentieux devant être traité par les arbitres, et les arbitres pourront très bien solliciter des grands principes de la lex mercatoria, comme le principe de bonne foi ou le devoir de coopération, pour finalement réinstaurer un équilibre. Lorsque JCDecaux demande à ses fournisseurs un engagement climatique, on peut attendre un retour, une coopération de JCDecaux pour participer à cet effort commun. De façon plus générale, l'arbitre n'est absolument pas réduit à être la bouche du contrat sur la scène internationale, et l'arbitre parfois se fonde donc sur un ordre public transnational, et on pourrait très bien considérer que la diffusion des engagements volontaires climatiques soit rattachée à un ordre public transnational, ce qui a pu être fait dans un exemple de droit de l'environnement exploitable, tout à fait exploitable dans le domaine contentieux. Donc pour l'heure, en conclusion, le renouveau de la lex mercatoria, c'est plus un vœu que vraiment quelque chose qui se constate au-delà donc, de la pratique contractuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup Vanessa Monteiller, désolée de vous avoir un peu... je serai évidemment tout aussi désagréable avec les deux autres intervenants.